Le cheval interrompt le mariage, et quand il découvre pourquoi tous sont désespérés, le soleil se levait à l'horizon de Saint-Tropez sur la côte méditerranéenne, quand Aurore Dupont se réveilla en sursaut. C'était le jour qu'elle attendait tant, son mariage avec Richard Beaumont, héritier de l'une des plus grandes propriétés viticoles de la région. Mais le rêve qu'elle avait fait durant la nuit l'avait laissée inquiète. Dans ce rêve, Étoile, son fidèle cheval à la robe dorée, hennissait désespérément, essayant de l'alerter sur quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Aurore se leva et alla directement à la fenêtre de sa maison au bord de mer. Le sable blanc de la plage privée où aurait lieu la cérémonie était déjà en train d'être préparé avec des chaises ornées de fleurs blanches et une pergola en bois qui servirait d'autel. Les vagues se brisaient doucement, comme si la nature collaborait aussi pour rendre ce moment parfait. Ce n'est que de la nervosité, pensa-t-elle, en observant les préparatifs. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas seulement cela. À 28 ans, Aurore possédait une beauté qui mélangeait la délicatesse héritée de sa grand-mère corse avec la force de l'ascendance bretonne du côté de son père. Ses yeux verts contrastaient avec sa peau hâlée et ses longs cheveux noirs. Elle était professeure de biologie marine et avait rencontré Richard lors d'une recherche sur la préservation des récifs coralliens dans la région. Elle décida qu'avant de se livrer aux soins de la coiffeuse et de la maquilleuse, qui arriveraient bientôt, elle rendrait visite à Étoile dans l'écurie, construite spécialement pour lui, à l'arrière de la propriété. « Bonjour, mon ami », dit-elle en s'approchant du majestueux animal qui l'accompagnait depuis ses 15 ans, cadeau de sa grand-mère Madame Hélène, matriarche de la famille et gardienne d'anciennes traditions. Étoile hennit doucement en la voyant, mais Aurore remarqua qu'il semblait agité, frappant répétitivement le sol de ses sabots. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux pour la cérémonie, toi aussi », plaisanta-t-elle, offrant une pomme à l'animal qui la refusa, chose inhabituelle. Aurore caressa le cou du cheval, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La connexion entre eux avait toujours été spéciale, presque surnaturelle, comme s'ils pouvaient communiquer sans mots. C'était comme si Étoile essayait de lui dire quelque chose d'important à ce moment-là. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée d'Isabelle, sa meilleure amie et témoin de mariage. « Aurore, que fais-tu ici? Les filles sont déjà arrivées pour te préparer et tu es à l'écurie ?» s'exclama Isabelle, une femme au caractère fort et aux cheveux bouclés volumineux qui travaillait comme océanographe dans la même université qu'Aurore. « Je suis juste venue voir comment allait Étoile. Il semble inquiet aujourd'hui. » « Bien sûr qu'il l'est. Il y a du mouvement différent partout. Même moi, je serais nerveuse si j'étais un cheval, » répondit Isabelle, tirant son amie par le bras. « Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. Richard a déjà envoyé 3 messages demandant si tu ne t'étais pas enfui avec un surfeur. » Aurore rit, jetant un dernier regard inquiet à Étoile avant de suivre son amie vers la maison. « Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Et maintenant, continuons. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. La mère d'Aurore, Madame Marie, circulait nerveusement parmi les invités qui commençaient déjà à arriver, vérifiant chaque détail de la décoration. Le père, Monsieur Pierre, un homme de peu de mots, observait tout de loin, fier mais visiblement ému. Dans la chambre principale, Aurore était presque prête. La robe en dentelle française, avec des détails inspirés des vagues de la mer, tombait parfaitement sur son corps. Isabelle ajustait le voile quand la porte s'ouvrit et Madame Hélène entra, appuyée sur sa canne en bois sculpté. « Grand-mère !» s'exclama Aurore, se levant pour embrasser la vieille dame de 92 ans. Madame Hélène était une figure imposante, malgré son âge avancé. Ses yeux, identiques à ceux d'Aurore, semblaient porter la sagesse de nombreuses vies. Elle observa sa petite fille pendant quelques instants avant de parler. « Tu es magnifique, ma fille, mais tu sembles préoccupée. C'est juste l'anxiété normale d'une mariée, » répondit Aurore, essayant de dissimuler. La grand-mère prit ses mains et les tint avec une fermeté surprenante. « Aurore, tu as toujours eu un don spécial, comme moi et ma grand-mère avant moi. N'ignore pas les signes que l'univers envoie. » « Que veux-tu dire, grand-mère? Tu le sais. Si Étoile est inquiet, il y a une raison, » dit la grand-mère, énigmatique. Avant qu'Aurore puisse questionner davantage, Madame Marie entra dans la chambre en annonçant qu'il était l'heure. Les musiciens jouèrent déjà la mélodie qui annonçait le début de la cérémonie. Dehors,
Sous le soleil de l'après-midi qui commençait à se coucher, Richard attendait à l'hôtel. Grand, à la peau bronzée par le travail en plein air et aux yeux marrons profonds, il représentait le mélange parfait entre la sophistication urbaine, acquise pendant ses années d'études à Paris, et la simplicité de l'homme de la campagne. Les 200 invités étaient installés sur les chaises disposées sur le sable. Parmi eux, des figures importantes de la société locale, des amis de l'université et des membres de la famille venus de différentes régions de France. La petite Julie, nièce de Richard, âgée de seulement 6 ans, commença à éparpiller des pétales sur le chemin qu'Aurore allait parcourir. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Étoile, qui aurait dû être à l'écurie, apparut en courant sur la plage, hennit fort et s'arrêta juste au début du couloir formé entre les chaises. Les invités se regardèrent, confus. Le cheval frappait le sol de ses sabots, agité, regardant fixement vers la mer. « Que quelqu'un enlève ce cheval d'ici !» s'exclama Thomas, le père de Richard et viticulteur traditionnel, connu pour son tempérament difficile. Aurore, qui était déjà prête à commencer sa marche vers l'hôtel aux côtés de son père, sentit un serrement au cœur en voyant Étoile si agitée. Elle savait que ce n'était pas normal. Le cheval n'agissait jamais ainsi sans raison. « Attendez » demanda-t-elle, marchant vers l'animal. En s'approchant d'Étoile, Aurore vit quelque chose dans ses yeux qui la fit frémir. C'était de la peur, de l'urgence. Le cheval hennit à nouveau et courut vers la mer, s'arrêtant au bord de l'eau et regardant en arrière, comme s'il voulait qu'elle le suive. « Que se passe-t-il » demanda Richard s'approchant. « Je ne sais pas » répondit Aurore, « mais Étoile essaie de nous montrer quelque chose. » C'est alors que la petite Julie, qui avait suivi le cheval, pointa du doigt l'horizon et dit avec l'innocence caractéristique des enfants « Regarde, quelle grande vague !» Tous se tournèrent et virent avec horreur qu'une vague monstrueuse se formait au loin, beaucoup plus grande que la normale pour cette plage généralement calme. « C'est un tsunami !» cria quelqu'un. La panique commença à s'instaurer parmi les invités. Aurore et Richard se regardèrent un instant, comprenant la gravité de la situation, et commencèrent immédiatement à orienter tout le monde pour courir vers les dunes plus hautes, derrière la propriété. « Par ici, vite !» criait Richard, guidant les personnes âgées et les enfants. Aurore courait parmi les invités, aidant ceux qui trébuchaient sur le sable mou. Au milieu de la confusion, elle vit que tante Gertrude, une dame de 80 ans, était tombée et s'était retrouvée piégée sous une structure décorative qui s'était effondrée. Sans réfléchir, Aurore courut vers elle, déchirant une partie de sa robe de mariée dans le processus. Étoile galopa à ses côtés, comme s'il comprenait la mission. Ensemble, ils réussirent à aider la vieille dame à se libérer et l'amenèrent en lieu sûr quelques secondes avant que la vague n'envahisse le lieu de la cérémonie, détruisant toute la décoration. Grâce à l'avertissement d'Étoile, tout le monde avait pu s'échapper à temps. Quand l'eau se retira, elle ne laissa que destruction. Chaises cassées, fleurs éparpillées et l'hôtel complètement dévasté. Mais personne n'avait été gravement blessé. « Comment savait-il » demanda Richard, embrassant Aurore, tandis qu'ils observaient les dégâts. « Je ne sais pas » répondit-elle, caressant Étoile qui restait à ses côtés, maintenant calme. « Ma grand-mère a toujours dit qu'Étoile était spéciale. Cette nuit-là, au lieu de la luxueuse réception prévue, tout le monde se réunit dans la maison principale de la propriété. Malgré la frayeur, il y avait une atmosphère de gratitude. Aurore et Richard décidèrent de poursuivre avec une cérémonie simple réalisée dans le salon. Après tout, le plus important était l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, pas la fête. Madame Hélène observait tout avec un sourire énigmatique. Alors que tous célébraient et portaient un toast à la chance d'être en vie, elle appela Aurore dans un coin. « Tu as vu aujourd'hui ce que j'ai toujours su, dit la grand-mère. Étoile n'est pas un cheval ordinaire. Il fait partie d'une lignée ancienne, protectrice de notre famille depuis des générations. » « Comment ça, grand-mère? Quand tu seras prête, je te raconterai tout. Mais sache que cet animal a un objectif plus grand dans ta vie. Il est venu pour te protéger, comme d'autres sont venus avant lui pour me protéger, moi et mes ancêtres. » Aurore regarda Étoile, qui paissait tranquillement dans le jardin, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Une partie d'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez cet animal, depuis la première fois qu'elle l'avait vu, encore poulain. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela avant? Parce que certaines vérités ne sont comprises que lorsqu'elles sont vécues, répondit Madame Hélène,
avec la sagesse de quelqu'un qui avait déjà beaucoup vu dans la vie. « Maintenant, c'est l'heure de célébrer ton mariage. Les explications viendront au moment opportun. » La fête improvisée dura jusqu'à tard. Malgré tous les contretemps, ce fut une célébration inoubliable. À la fin de la soirée, quand les derniers invités se retirèrent, Aurore et Richard s'assirent sur la véranda, contemplant la mer qui était maintenant sereine, comme si elle demandait pardon pour le chaos causé. « Ce n'était pas exactement le mariage que nous avions planifié, » dit Richard tenant la main de sa désormais épouse. « C'était mieux, » répondit Aurore. « C'était réel, tout comme notre amour. » Ils s'embrassèrent sous la lune, tandis qu'Étoile observait de loin, comme un gardien silencieux de leur bonheur. Les jours qui suivirent le mariage furent consacrés au nettoyage et à la réorganisation de la propriété. L'histoire du cheval qui avait prédit la vague géante et sauvé des centaines de personnes se répandit rapidement dans la région, attirant curieux et journalistes. « J'ai toujours dit que ce cheval était bizarre », commenta Thomas, le beau-père d'Aurore, pendant un déjeuner familial. « Je n'ai jamais vu une bête aussi intelligente. »« Les animaux ont des sens plus aiguisés que les nôtres, papa, » expliqua Richard. « Il a probablement senti des vibrations dans le sol ou perçu des changements dans la pression atmosphérique qui indiquaient l'arrivée de la vague. »« Cela peut expliquer comment il a perçu le danger, » dit Aurore. « Mais cela n'explique pas pourquoi il est venu nous alerter au lieu de simplement fuir pour son propre compte. Il t'aime. C'est aussi simple que ça, » répondit Isabelle qui déjeunait avec eux. « Le lien entre vous deux a toujours été évident pour tout le monde. » Aurore sourit, mais elle savait qu'il y avait plus que cela. Les paroles de sa grand-mère ne quittaient pas son esprit. Quel serait l'objectif plus grand d'Étoile, et pourquoi Madame Hélène parlait-elle d'une lignée protectrice? L'occasion de découvrir davantage se présenta quelques jours plus tard, lorsqu'Aurore rendit visite à sa grand-mère dans sa maison, une ancienne construction de style provençal dans la partie historique de la ville. Madame Hélène vivait seule, refusant d'engager des aides permanentes, bien qu'elle acceptât la visite quotidienne d'une aide-soignante. « Grand-mère, je suis venue chercher quelques réponses, » dit Aurore, après avoir servi le thé aux herbes que sa grand-mère appréciait tant. La vieille dame sourit, comme si elle attendait déjà cette visite. « Viens avec moi. » D'un pas lent mais ferme, Madame Hélène conduisit sa petite fille vers une pièce au fond de la maison, une chambre qu'Aurore connaissait bien. C'était l'endroit où sa grand-mère gardait des reliques familiales, de vieilles photographies, des journaux intimes, des bijoux qui passaient de génération en génération. La vieille dame ouvrit un coffre en bois foncé, sculpté avec des symboles qu'Aurore n'avait jamais vraiment remarqués auparavant. De l'intérieur, elle sortit un livre à la couverture de cuir usé par le temps. « Ce journal appartenait à ma grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, Espérance, » expliqua Madame Hélène. « C'est elle qui a commencé à enregistrer. Notre histoire avec les chevaux gardiens. » Aurore prit le livre avec précaution. Les pages jaunies contenaient une calligraphie élégante, certaines parties écrites en français archaïque, d'autres dans une langue qu'elle ne reconnut pas. « Quelle est cette langue, grand-mère ?»« C'est du breton ancien. Notre famille a des racines profondes dans cette terre, Aurore. Ton arrière-arrière-grand-mère était la fille d'une bretonne et d'un marin corse. » Aurore commença à feuilleter le journal, trouvant des récits détaillés sur des chevaux avec des caractéristiques similaires à celles d'Étoile. Robe dorée, intelligence inhabituelle et surtout la capacité de prévoir les dangers. Il est écrit ici qu'un cheval nommé Tonnerre a sauvé Espérance et tout son village d'une inondation, lut Aurore, impressionnée. Et des années plus tard, un autre nommé Soleil a averti d'un incendie qui aurait détruit la ferme où il vivait. Madame Hélène acquiesça. Et ce n'est pas tout. Observe les dates attentivement. Aurore parcourut les pages, remarquant un schéma curieux. Les chevaux apparaissaient à des moments critiques dans la vie de chaque femme de la famille, toujours quand elles atteignaient l'âge de 15 ans. Et plus étrange encore, chaque animal vivait exactement 25 ans, disparaissant mystérieusement après cette période pour laisser place à un autre cheval doré qui apparaissait pour la génération suivante. « Cela ne peut pas être une coïncidence, » murmura Aurore. « Ce n'en est pas une, » confirma la grand-mère. « Notre famille descend d'une lignée de femmes avec un don spécial, la capacité de se connecter avec la nature et ses signes. Les chevaux sont notre lien le plus fort, nos protecteurs et nos guides. Mais comment est-ce possible? D'où?
Viennent ces chevaux. Madame Hélène hésita pour la première fois. Cette partie de l'histoire est dans l'autre journal, celui de ma mère. Elle a découvert l'origine des chevaux et la véritable raison de leur lien avec notre famille. Mais cette connaissance a un prix, Aurore. Tu dois être prête à l'accepter. Je le suis, grand-mère. J'ai besoin de tout comprendre sur Étoile et sur moi-même. La grand-mère sortit alors du coffre un second livre, plus petit et plus récent que le premier, mais tout aussi usé par l'utilisation constante. Emporte-le chez toi et lis-le tranquillement. Quand tu auras terminé, nous parlerons à nouveau. Mais souviens-toi, certaines réponses changent tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes. Aurore garda les 2 journaux dans son sac, embrassa sa grand-mère et promit de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, elle se sentit étrangement observée, comme si des yeux invisibles la suivaient. En arrivant à la propriété, elle courut directement vers l'écurie. Étoile hennit doucement en la voyant, comme s'il savait ce qui se passait dans son esprit. « Qu'es-tu vraiment » demanda-t-elle, caressant le cou de l'animal. « Et pourquoi es-tu venu à moi ?» Cette nuit-là, Aurore ne put dormir. Richard était parti à Marseille pour affaires. Elle avait donc la maison pour elle seule. Assise sur la véranda avec une tasse de thé, elle commença à lire le journal de son arrière-grand-mère, Claire Marie. Les premières pages racontaient des histoires similaires à celles du journal précédent. Un cheval doré qui apparut quand elle eut 15 ans, qui la sauva de divers dangers et la guida dans des moments décisifs. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture, Aurore découvrait des révélations de plus en plus surprenantes. Claire Marie décrivait un voyage qu'elle avait fait dans l'intérieur de la Bretagne, à la recherche de réponses sur l'origine des chevaux. Là, elle trouva une communauté isolée, descendante d'anciens Celtes et de marins, qui gardaient d'anciens secrets. Un ancien lui raconta une légende sur des esprits de la nature qui prenaient la forme de chevaux pour protéger ceux envers qui ils avaient une dette ancestrale. On dit qu'il y a des siècles, une de nos ancêtres a sauvé le fils d'un puissant esprit de la forêt, lut Aurore, complètement absorbée. En reconnaissance, cet esprit a promis que des chevaux nés de lumière protégeraient ses descendantes pour l'éternité. Mais il y a un prix à payer. Aurore sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en lisant la page suivante. Le prix est que chaque femme protégée par l'un de ses chevaux doit, à un moment de sa vie, faire un choix qui sauvera de nombreuses vies, mais qui exigera un grand sacrifice personnel. Et à chaque génération, ce sacrifice devient plus grand. Le journal continuait avec Claire Marie décrivant comment son cheval, Lueur, l'avait guidé jusqu'à une mine sur le point de s'effondrer, lui permettant d'alerter les travailleurs. Tous furent sauvés, mais l'effort pour aider au sauvetage la laissa avec des séquelles permanentes aux jambes, la confinant à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. « Je ne regrette rien », écrivit-elle. 27 vies ont été sauvées. Mon sacrifice en valait la peine. Mais je crains pour ce que l'avenir réserve à ma fille Hélène et à ses descendantes. À chaque génération, le pouvoir des chevaux augmente, ainsi que le prix à payer. Aurore arrêta de lire, sentant le poids de ses paroles. Elle regarda vers l'écurie où Étoile dormait. Il était déjà plus de minuit, mais elle devait vérifier quelque chose. Elle prit une lampe de poche et marcha jusqu'à l'écurie. Le cheval était éveillé comme s'il l'attendait. Aurore éclaira son corps doré et remarqua pour la première fois une marque sur le côté de son cou, un symbole qui ressemblait à une spirale à l'intérieur d'un cercle. Le même symbole était gravé sur la couverture du journal de Claire Marie. « Alors c'est vrai, murmura-t-elle. Tu n'es pas juste un cheval. » Étoile approcha son museau du visage d'Aurore, dans un geste de tendresse et de confirmation. Ses yeux, illuminés par la lune, semblaient contenir une sagesse millénaire. De retour à la maison, Aurore continua la lecture jusqu'à l'aube. Les dernières pages du journal contenaient un avertissement. Celui qui découvrira toute la vérité sur les chevaux gardiens doit être prêt à affronter ceux qui souhaitent les utiliser à des fins égoïstes. Car il y a dans le monde des personnes qui donneraient tout pour contrôler le pouvoir de prévoir les catastrophes et en tirer profit. Aurore ferma le livre, épuisée mais déterminée. Elle devait parler à nouveau avec sa grand-mère et mieux comprendre ce que tout cela signifiait pour sa vie. Quel serait le sacrifice qu'elle devrait faire? Et qui étaient ces personnes qui pourraient vouloir utiliser Étoile à des fins douteuses? Ce même jour, au crépuscule, Richard revint de son voyage. Il amena avec lui un invité, Paul Moreau, un homme d'affaires du secteur minier qu'il avait rencontré à Marseille. « Aurore, voici Paul. Il a une proposition d'affaires intéressante pour nous.
présenta Richard, pendant qu'ils installaient le visiteur dans le salon. Paul était un homme dans la cinquantaine, élégant et à la parole douce. Ses yeux, cependant, transmettaient une froideur calculatrice qui mit instinctivement Aurore mal à l'aise. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Beaumont, » dit-il, utilisant le nom de mariée auquel Aurore ne s'était pas encore habituée. « Votre mari m'a parlé de l'incident avec la vague le jour du mariage. Fascinant comment votre cheval a prédit le danger. » Aurore échangea un regard rapide avec Richard, qui semblait ne rien percevoir d'étrange dans l'intérêt de l'homme. « Ouais, c'était extraordinaire, » répondit-elle, prudente. « Mais qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Moreau? Les affaires, ma chère. Je développe un système d'alerte précoce pour les catastrophes naturelles. Quand Richard a mentionné votre cheval, j'ai immédiatement pensé aux possibilités. Les animaux avec une sensibilité accrue peuvent être d'excellents indicateurs biologiques des changements environnementaux. « Et que proposez-vous exactement ?» demanda Aurore, se sentant de plus en plus mal à l'aise. « J'aimerais étudier votre cheval, faire quelques tests, l'observer dans différentes conditions. Bien sûr, nous paierions généreusement pour ce privilège. » Richard sourit, animé par l'idée. « Imagine, Aurore, nous pourrions aider à développer un système qui sauverait des milliers de vies dans le monde entier. » Aurore força un sourire, mais quelque chose en elle criait que c'était mal. Les mots du journal de Claire-Marie résonnaient dans son esprit. Des personnes qui donneraient tout pour contrôler le pouvoir de prévoir les catastrophes. « C'est une proposition intéressante, mais j'ai besoin d'y réfléchir, » répondit-elle. Diplomatiquement. « Étoile est très spéciale pour moi. Ce n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un membre de la famille. » Paul acquiesça, compréhensif en apparence, mais Aurore perçut un éclair d'irritation dans ses yeux. « Bien sûr, bien sûr. Prenez votre temps. Je serai dans la région encore quelques jours. Voici ma carte. » Après le départ du visiteur, Richard ne cacha pas son enthousiasme. « Aurore, cela pourrait être incroyable. Le travail de Paul est reconnu internationalement. Il développe des technologies pour prédire les tremblements de terre, les tsunamis, les glissements de terrain. Imagine le bien que nous pourrions faire. » « Et comment exactement compte-t-il étudier Étoile ?» questionna Aurore. « Le garder dans un laboratoire? Le soumettre à des tests? » « Richard, je ne peux pas être d'accord avec ça. Ne sois pas comme ça. Personne n'a parlé de laboratoire ou d'expériences invasives. Ce serait juste des observations, peut-être quelques capteurs non invasifs pour mesurer ses signes vitaux quand il montre de l'agitation. » Aurore soupira. Elle ne pouvait pas raconter à Richard les journaux, la vraie nature d'Étoile. Pas encore. Elle devait d'abord parler à Madame Hélène. « Je dois rendre visite à ma grand-mère demain, » dit-elle, changeant de sujet. « Tu peux venir avec moi ?»« Malheureusement, non. J'ai une réunion avec les producteurs de la coopérative, mais transmets mes salutations à Madame Hélène. » Cette nuit-là, Aurore fit un rêve troublant. Elle vit Étoile enfermée dans une installation stérile, entourée de scientifiques, tandis que Paul Moreau observait tout avec un sourire satisfait. Dans le rêve, le cheval la regardait directement, implorant de l'aide. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Elle regarda par la fenêtre et vit que l'aube commençait à poindre. Sans pouvoir se rendormir, elle se leva et alla jusqu'à l'écurie. Étoile était agitée, frappant le sol de ses sabots comme il l'avait fait le jour du mariage. « Qu'y a-t-il? Qu'essaies-tu de me dire ?» Le cheval se dirigea vers la sortie de l'écurie, regardant en arrière comme s'il voulait qu'elle le suive. Aurore prit une cape pour se protéger de la rosée matinale et suivit l'animal. Étoile la conduisit par un chemin qui longeait la plage jusqu'à ce qu'ils arrivent à une crique isolée. Là, Aurore vit quelque chose qui l'alarma. Un petit campement avec des équipements sophistiqués et 3 hommes qui travaillaient. L'un d'eux était Paul Moreau. Caché derrière un buisson, elle observa pendant qu'ils installaient ce qui semblait être des sismographes et d'autres instruments de mesure autour de la zone. Elle parvint à entendre des fragments de la conversation. « Si nous arrivons à prévoir le prochain événement avec précision, les actions de la compagnie minière vont s'envoler, » disait Paul. « Imaginez contrôler les informations sur les catastrophes naturelles avant quiconque. »« Et pour le cheval ?» demanda l'un des hommes. « J'y travaille. Le mari est intéressé, l'épouse est le problème. Mais j'ai mes méthodes de persuasion. » Aurore sentit un frisson. Ce n'était pas une question de sauver des vies. C'était une question de profit, de pouvoir. Exactement ce contre quoi le journal mettait en garde. Silencieusement, elle recula avec Étoile, prenant soin de ne pas être vue.
De retour à la propriété, elle trouva Richard déjà réveillé, se préparant à sortir. « Où étais-tu, sitôt ?» demanda-t-il, surpris de la voir toute mouillée de rosée. « J'étais allé me promener avec Étoile sur la plage. Richard, nous devons parler de Paul Moreau. Je ne lui fais pas confiance. » « Pourquoi pas? C'est un scientifique. Respectez, Aurore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que ses intentions ne sont pas bonnes. » Richard la regarda avec une expression entre préoccupation et impatience. « Aurore, depuis le mariage, tu es différente, plus superstitieuse, voyant des choses qui n'existent pas. Paul veut juste étudier le comportement animal pour améliorer ses systèmes d'alerte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal à cela ?» Aurore comprit qu'elle ne pourrait pas convaincre son mari sans lui raconter toute la vérité, et elle n'était pas encore prête pour cela. « Je te demande juste de ne prendre aucune décision concernant Étoile sans me consulter, s'il te plaît. »« Bien sûr que non. C'est ton cheval, après tout, » répondit Richard, l'embrassant avant de sortir. « Je dois y aller. Je serai de retour pour le dîner. » Dès que Richard fut parti, Aurore appela sa grand-mère. « Grand-mère, je dois te voir maintenant. C'est urgent. » « Viens, ma fille. Je t'attends. » Aurore sentait que le temps s'écoulait, que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Avant de partir, elle alla à l'écurie et observa Étoile longuement. « Je vais découvrir comment te protéger, je te le promets. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait et lui faisait confiance. Dans la maison de Madame Hélène, Aurore rapporta tout. Le rêve, la rencontre avec Paul Moreau, ce qu'elle avait vu dans la crique ce matin-là. « Il veut utiliser le don d'Étoile pour profiter des catastrophes, » conclut-elle. « Acheter ou vendre des actions avant que les catastrophes ne se produisent. Manipuler le marché. » La grand-mère écouta tout en silence, son visage ridé grave. « Cela s'est déjà produit auparavant, » dit-elle finalement. « À l'époque de ma mère, un homme a tenté de profiter du don de son cheval. C'est alors qu'elle a découvert le véritable but des chevaux gardiens et le sacrifice nécessaire. » « Quel sacrifice, grand-mère? J'ai besoin de savoir. » Madame Hélène se leva avec difficulté et marcha jusqu'à une ancienne commode. Elle en retira une petite boîte en bois avec le même symbole en spirale qu'Aurore avait vu sur le cou d'Étoile. « Ceci appartenait à la première femme de notre lignée à recevoir un cheval gardien, » expliqua-t-elle, ouvrant la boîte pour révéler un médaillon en argent. Elle l'a reçu de l'esprit de la forêt lui-même, comme symbole du pacte. Aurore prit le médaillon, le sentant étrangement chaud au toucher. « Le sacrifice, Aurore, c'est le choix. À un moment donné, tu devras choisir entre protéger le secret des chevaux gardiens et ton propre bien-être ou bonheur. Cela peut être quelque chose de petit, comme dans mon cas, qui est renoncer à une carrière prometteuse pour garder Lumière, mon cheval, loin des yeux ambitieux. Ou cela peut être quelque chose de plus grand, comme ce fut pour ma mère qui perdit la mobilité de ses jambes. Et si je refuse de faire ce choix, le lien se rompra, le cheval perdra ses pouvoirs et deviendra un animal ordinaire, et notre lignée perdra la protection pour toujours. » Aurore sentit le poids de cette révélation. Il ne s'agissait pas seulement de protéger Étoile, mais de préserver un héritage ancestral. « Que dois-je faire, grand-mère ? » « Utilise le médaillon. Il renforcera ta connexion avec Étoile et te montrera le chemin quand l'heure viendra. Mais sois prête, Aurore. Le choix n'est jamais facile. » Aurore mit le médaillon à son cou, se sentant immédiatement plus connectée à quelque chose de plus grand, comme si elle pouvait percevoir des vibrations subtiles dans l'air. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » ajouta Madame Hélène. « Le pouvoir des chevaux gardiens éveille la convoitise, non seulement chez les étrangers, mais parfois chez des personnes proches. Fais confiance à ton instinct sur qui mérite ta confiance. » Aurore pensa à Richard, à ses réactions enthousiastes aux propositions de Paul Moreau. Serait-il possible que son propre mari puisse représenter une menace? Richard est un homme bon, grand-mère. Il ne comprend simplement pas ce qui se passe. J'espère que tu as raison, ma fille, pour ton bien et celui de nous tous. En retournant chez elle, Aurore trouva une surprise désagréable. Paul Moreau conversait avec animation avec Richard sur la véranda. À côté d'eux, plusieurs équipements scientifiques étaient disposés dans des boîtes. « Aurore !» s'exclama Richard en la voyant. « Je parlais justement de toi. » Paul a apporté quelques équipements pour montrer comment se déroulerait l'étude avec Étoile. Rien d'invasif, juste des moniteurs de fréquence cardiaque et des capteurs environnementaux. Paul sourit,
un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Beaumont, je comprends vos réserves, mais je vous assure que nous traiterons votre cheval avec le plus grand respect. Les connaissances que nous pouvons obtenir aideront à sauver d'innombrables vies. » Aurore sentit le médaillon chauffer contre sa peau. C'était un avertissement. « Je suis désolée, mais ma réponse reste non, dit-elle, fermement. Étoile n'est pas un objet d'étude, et je vous demande de retirer ces équipements de ma propriété, monsieur Moreau. » Le sourire de Paul disparut, remplacé par une expression froide. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple, madame Beaumont. Votre mari a déjà signé un accord préliminaire permettant l'étude. » Aurore regarda Richard incrédule. « Tu as fait quoi ?»« Aurore, sois raisonnable, répondit-il sur la défensive. C'est juste un contrat d'intention, et la compensation financière est substantielle. Nous pourrions agrandir le sanctuaire de chevaux dont tu as toujours rêvé. » En utilisant Étoile comme cobaye? Non, Richard, ce n'est pas bien. Paul intervint, sa voix maintenant dure. Monsieur Beaumont, peut-être serait-il préférable que nous parlions en privé avec votre épouse. Expliquez les avantages du projet plus en détail. Il n'y a rien à expliquer, coupa Aurore. Et quant à ce contrat, vous pouvez l'oublier. Étoile est légalement à moi, un cadeau de ma grand-mère. Richard n'a pas l'autorité pour signer quoi que ce soit le concernant. Paul et Richard échangèrent des regards. Et Aurore comprit qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. « Que ne me dites-vous pas ?» Richard parut mal à l'aise. « Aurore, la situation du domaine viticole n'est pas aussi bonne. Qu'elle en a l'air. Nous avons subi des pertes significatives ces dernières années avec la chute du prix du vin. L'argent de ce projet nous aiderait à retrouver notre stabilité financière. Alors c'est une question d'argent? Tu es prêt à soumettre Étoile à des expériences pour de l'argent. » « Ce ne sont pas des expériences, » protesta Richard. « Et ce n'est pas n'importe quel argent, Aurore. Nous parlons de sommes qui peuvent sauver non seulement le domaine, mais toute la communauté qui en dépend. » Aurore se sentit trahie. Comment n'avait-elle pas remarqué que la situation financière était si grave? Ou Richard exagérait-il pour la convaincre? « Excusez-moi, messieurs, mais j'ai besoin de réfléchir, » dit-elle, se dirigeant vers l'écurie. Là, elle serra Étoile contre elle, sentant les larmes couler sur son visage. Le cheval semblait comprendre sa détresse, s'approchant davantage pour la réconforter. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle. « Comment te protéger sans détruire ?»« Tout ce que j'aime. » En réponse, Étoile poussa doucement la porte de l'écurie avec son museau, indiquant le chemin vers l'extérieur. « Tu veux que je sorte? Que je parte d'ici ?» Le cheval hennit doucement, presque comme s'il disait oui. Aurore comprit ce qu'elle devait faire. Rapidement, elle prépara Étoile pour chevaucher, ne mettant que le nécessaire dans un petit sac, les journaux de la famille, quelques vêtements, de l'eau et de la nourriture. Quand elle fut prête à partir, elle entendit des pas s'approcher. C'était Isabelle, son amie et témoin de mariage. « Aurore, que se passe-t-il? Richard m'a appelé. Il a dit que vous vous étiez disputés. » Aurore hésita. Pouvait-elle faire confiance à Isabelle? Le médaillon restait tiède contre sa poitrine, mais pas chaud comme il l'avait été en présence de Paul Moreau. Elle décida de prendre le risque. « Isabelle, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout, mais Étoile est en danger, et pas seulement lui. » Rapidement, elle raconta à son ami l'histoire de Paul Moreau, le contrat signé par Richard et ses plans de fuite temporaire. « Où vas-tu » demanda Isabelle, inquiète mais sans remettre en question la décision de son ami. « Au seul endroit où je sais que nous serons en sécurité pour le moment, la réserve celtique où est née mon arrière-arrière-grand-mère dans l'intérieur de la Bretagne. Ma grand-mère a des parents éloignés là-bas. Et que, dois-je dire à Richard, la vérité, que j'ai eu besoin de temps pour réfléchir, que je suis avec Étoile et que je reviendrai quand je pourrai. Ne dis pas où je suis allé, même s'il insiste. » Isabelle serra son ami dans ses bras. « Fais attention et préviens-moi quand tu seras en sécurité. Voici le lieu sacré, dit Morgane, révérencieuse. L'arbre de vie, où notre peuple se connecte avec les esprits gardiens. » Étoile avança jusqu'au centre de la clairière et s'arrêta devant l'arbre. Aurore descendit, sentant une énergie, étrange dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'attente. Le médaillon sur sa poitrine commença à chauffer, pas douloureusement, mais assez intensément pour qu'elle le remarque. Instinctivement, elle toucha le tronc de l'arbre et sentit une vibration parcourir son corps. À ce moment, une succession d'images inonda son esprit.
Elle vit son arrière-arrière-grand-mère Espérance, encore jeune, sauvant un garçon de la noyade dans une rivière. Elle vit son arrière-grand-mère Claire-Marie alertant des ouvriers d'une mine sur le point de s'effondrer. Elle vit sa grand-mère Hélène, abandonnant une carrière prometteuse de chercheuse pour protéger son cheval gardien. Et puis, elle se vit elle-même, face à un choix qu'elle ne comprenait pas encore complètement. « Que m'arrive-t-il » demanda-t-elle, effrayée. « L'arbre te montre l'héritage de ta famille, » répondit Morgane. « Le pacte fait il y a des générations se renouvelle en toi, Aurore. » Un bruit dans les bois interrompit le moment. Des voix masculines s'approchaient. Morgane regarda Aurore avec alarme. « Ils ont trouvé le chemin, nous devons partir d'ici. » Mais il était trop tard. 3 hommes émergèrent dans la clairière. L'un d'eux était Paul Moreau. Les 2 autres portaient ce qui semblait être des tranquillisants et des équipements de capture animale. « Madame Beaumont, quelle surprise de vous trouver ici, » dit Paul avec une fausse cordialité. « Votre mari est très inquiet pour vous. »« Où est Richard ?» demanda Aurore, se plaçant de façon protectrice devant Étoile. « Malheureusement, il n'a pas pu venir, mais il m'a autorisé à vous retrouver et à garantir votre retour en sécurité. Et bien sûr celui de votre remarquable cheval. » Morgane fit un pas en avant. « Ceci est une terre celtique protégée. Vous n'avez pas la permission d'être ici. » Paul l'ignora, s'adressant directement à Aurore. « Soyez raisonnable, Madame Beaumont. Votre cheval possède des caractéristiques uniques qui peuvent bénéficier à l'humanité. Pourquoi priver le monde de cela ? » « Parce que vous n'êtes pas intéressé à faire du bien à l'humanité, » répondit Aurore, fermement. « Vous êtes intéressé par le pouvoir et l'argent. » Le sourire de Paul disparut. « Très bien, si vous ne voulez pas coopérer volontairement, je devrais recourir à d'autres méthodes. » Il fit un signe aux autres hommes qui commencèrent à s'approcher avec les équipements de capture. Aurore sentit la panique grandir en elle. Il n'y aurait pas moyen de lutter contre 3 hommes armés. C'est alors qu'elle sentit le médaillon sur sa poitrine devenir presque incandescent. Instinctivement, elle le toucha, et au même instant, Étoile hennit fort, se cabrant sur ses pattes avant. Le ciel, qui était clair quelques instants auparavant, s'assombrit rapidement. Des nuages noirs se formèrent au-dessus de la clairière, et un vent fort commença à souffler, faisant bruire les feuilles du grand arbre comme si elles chantaient. Les hommes s'arrêtèrent, alarmés par le changement climatique soudain. Paul regarda le ciel, confus. Que se passe-t-il ? Aurore sentit une force étrange couler à travers elle, comme si son corps était un canal pour quelque chose de bien plus puissant. Des mots qu'elle ne connaissait pas vinrent à son esprit, et elle les prononça dans une langue ancienne. « Gardien de la forêt, protégez ceux qui protègent vos enfants. » Un éclair traversa le ciel, frappant le sol à quelques mètres. Des intrus. Les hommes reculèrent, effrayés. Étoile se cabra à nouveau, ses yeux semblant briller de leur propre lumière. « C'est une sorte de tour, » dit Paul, essayant de garder sa contenance, mais visiblement ébranlé. Un autre éclair maintenant plus proche. Les 2 assistants de Paul lâchèrent les équipements et coururent vers les bois. Il hésita, partagé entre la peur et l'avidité. « Vous ne comprenez pas le pouvoir avec lequel vous jouez, » dit Aurore, sa voix étrangement amplifiée par le vent. « Partez et ne cherchez plus jamais Étoile, ou moi. » Un 3e éclair frappa un arbre proche, l'enflammant. Paul céda finalement à la peur et s'enfuit, disparaissant dans la forêt. Dès qu'il fut parti, le ciel commença à s'éclaircir. Le vent s'apaisa et la sensation de pouvoir qu'Aurore avait ressentie disparut, la laissant épuisée. Elle tomba à genoux, haletante. Morgane s'approcha, son visage un mélange d'admiration et de respect. « Tu as fait ce que tes ancêtres ont fait avant toi, dit-elle. Tu as accepté le pouvoir des gardiens pour protéger ceux que tu aimes. » Aurore regarda Étoile, qui s'approcha et baissa la tête, touchant doucement son épaule. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. »« L'esprit de la forêt s'est manifesté à travers toi et le cheval, » expliqua Morgane. Aurore monta sur Étoile et partit dans la direction opposée à la maison principale, prenant un chemin peu utilisé qui menait vers l'intérieur. La nuit commençait à tomber, ce qui rendrait le pistage plus difficile. Pendant qu'elle chevauchait, elle ressentit un mélange de peur et de détermination. Faisait-elle la bonne chose? Ou était-elle simplement en train de fuir? Le médaillon sur sa poitrine semblait pulser, comme s'il répondait à ses pensées confuses. Ils passèrent la nuit dans une petite cabane de pêcheurs abandonnée, à quelques kilomètres de la propriété. Aurore dormit peu, se réveillant à chaque bruit.
À l'aube, ils continuèrent leur voyage. Le chemin jusqu'à la réserve celtique était long et difficile, surtout à cheval. Aurore évitait les routes principales, optant pour des sentiers dans les bois et des chemins secondaires. Sa formation en biologie marine l'aidait peu dans la navigation terrestre, mais Étoile semblait savoir où aller, choisissant des chemins qu'elle n'aurait jamais remarqués. Après 3 jours de voyage, ils arrivèrent dans une petite ville de l'intérieur. Aurore en profita pour acheter des provisions et utiliser un téléphone public pour appeler sa grand-mère. « Grand-mère, je suis en route pour la réserve. As-tu parlé à tes parents là-bas ?»« Oui, ma fille. Ils t'attendent. Mais sois prudente. Paul Moreau n'est pas un homme qui abandonne facilement. Et Richard appelle ici tous les jours, désespéré de te retrouver. Comment va-t-il? Inquiet, confus. Je pense qu'il ne comprend vraiment pas pourquoi tu as réagi de cette façon. Peut-être est-il temps de lui raconter toute la vérité, Aurore. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, grand-mère. Il a signé ce contrat sans même me consulter. L'amour véritable résiste aux épreuves, ma fille. Et celle-ci n'est que la première de nombreuses que vous affronterez. » Après avoir raccroché, Aurore ressentit une pointe de culpabilité. Elle aimait Richard, mais la déception face à son choix lui faisait encore mal. Comment avait-il pu trahir sa confiance de cette façon? Ils continuèrent le voyage pendant 2 jours supplémentaires, jusqu'à finalement apercevoir l'entrée de la réserve bretonne, où vivaient les parents éloignés de Madame Hélène. Ils furent accueillis par Morgane, une femme d'âge moyen aux traits qui rappelaient vaguement ceux de sa grand-mère. « Nous t'attendions, Aurore, » dit-elle, dans un français clair mais avec un accent caractéristique. « Hélène nous a avertis de ton arrivée. Le cheval doré est également le bienvenu. » Aurore fut conduite à une cabane simple mais confortable, où elle pourrait se reposer. Étoile fut emmenée dans un enclos proche, avec de l'eau fraîche et de l'herbe abondante. « Tu es en sécurité ici, » assura Morgane. « Notre terre est protégée, tant par les lois des hommes que par celles des esprits. » Cette nuit-là, alors qu'elle se reposait pour la première fois depuis des jours sans la peur constante d'être retrouvée, Aurore réfléchit à sa situation. Avait-elle agi impulsivement en fuyant? Aurait-il été préférable d'affronter Paul Moreau et Richard directement? Le sommeil arriva avant les réponses, apportant un rêve vivant. Elle vit Étoile non pas comme un cheval, mais comme une figure lumineuse de forme humaine qui lui disait dans une langue étrange mais que, d'une certaine façon, elle comprenait. Le moment du choix approche, sois prête. Elle se réveilla au son de voix exaltées. Elle sortit de la cabane et vit un groupe d'hommes du village discutant avec animation. Morgane s'approcha d'elle, le visage préoccupé. « Il y a des étrangers dans la forêt, » expliqua-t-elle. « Des hommes blancs avec des équipements. Ils disent faire de la recherche environnementale, mais nos chasseurs ne les croient pas. » Aurore sentit son cœur s'accélérer. Serait-il possible que Paul Moreau les retrouvait si rapidement? Quand est-ce, Étoile? Dans l'enclos, mais agité depuis l'aube, Aurore courut jusqu'à l'animal qui frappait nerveusement le sol. En la voyant, Étoile hennit et pointa avec sa tête dans la direction opposée à l'entrée de la réserve. « Oh, il veut que j'aille par là. »« C'est le chemin vers le cœur de la forêt, » expliqua Morgane qui l'avait suivi. « Où nos ancêtres réalisaient des cérémonies sacrées. Peu de gens y vont de nos jours. » Aurore n'hésita pas. Elle monta sur Étoile et suivit la direction indiquée, avec Morgane à ses côtés, guidant le chemin à pied. Si le cheval doré veut t'emmener là-bas, il doit y avoir une raison importante. Ils pénétrèrent profondément dans les bois, par des sentiers presque invisibles que Morgane connaissait comme sa poche. Après presque 1 heure de marche, ils arrivèrent à une clairière circulaire, où un énorme arbre centenaire dominait l'espace. Ses racines formaient des dessins complexes sur le sol, et son tronc était marqué de symboles anciens, parmi lesquels la même spirale qu'Aurore avait vue sur le cou d'Étoile et sur le médaillon. C'est un don rare, accordé seulement à ceux qui prouvent en être dignes. Épuisée, Aurore fut ramenée au village. Pendant des jours, elle oscilla entre fièvre et lucidité, soignée par Morgane et d'autres femmes de la tribu. Dans ces moments de conscience, elle demandait après Étoile, et on lui assurait que le cheval allait bien, s'alimentant et se reposant près de sa cabane. Dans ses rêves fiévreux, elle voyait à nouveau ses ancêtres, maintenant plus clairement. Elles lui montrèrent le véritable but des chevaux gardiens. Non seulement prévoir les catastrophes, mais rétablir l'équilibre entre l'humanité et la nature, rappelant aux gens le respect qu'ils devaient aux forces de la terre. Quand finalement, la fièvre céda
et qu'Aurore reprit complètement conscience. Une semaine s'était écoulée. La première personne qu'elle vit à ses côtés ne fut pas Morgane, mais Richard. « Richard » murmura-t-elle, encore faible. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il prit sa main, les yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Ta grand-mère m'a finalement tout raconté. À propos d'Étoile, de ta famille, de l'héritage des chevaux gardiens. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance, Aurore ? Tu as signé ce contrat sans me consulter, répondit-elle, la douleur encore présente. Comment aurais-je pu te faire confiance ? Richard baissa la tête, honteux. J'ai commis une terrible erreur. J'ai laissé l'inquiétude pour l'avenir du domaine obscurcir mon jugement. Mais quand tu as disparu, j'ai réalisé que rien n'est plus important que toi et ton bonheur. Il raconta qu'après sa fuite, Paul Moreau était devenu de plus en plus obsédé à l'idée de la retrouver, allant jusqu'à menacer de poursuivre Richard pour rupture de contrat. Désespéré, Richard avait cherché Madame Hélène, qui avait finalement décidé de lui révéler toute la vérité. Elle m'a montré les journaux, m'a raconté le pacte avec les esprits de la forêt. Au début, je pensais que c'était juste une histoire folklorique, mais plus elle parlait, plus les choses prenaient sens. Le comportement d'Étoile, ta connexion avec lui, le tsunami le jour du mariage. Et tu as cru ? Pas complètement jusqu'à ce que j'arrive ici et que j'entende parler de la tempête que tu as conjurée dans la clairière sacrée. Morgane m'a tout raconté. Comment les éclairs t'ont obéi, comment Paul s'est enfui terrorisé. Aurore essaya de s'asseoir, se sentant encore faible. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'était comme si quelque chose parlait à travers moi. L'important est que tu sois en sécurité, dit Richard, l'aidant à s'installer, confortablement, et que Paul Moreau ne nous dérangera plus. Apparemment, il a subi un accident en fuyant la forêt. Rien de grave, mais suffisant pour le tenir éloigné pendant un bon moment. Aurore ressentit un mélange de soulagement et de préoccupation. Et nous ? Qu'arrive-t-il maintenant ? Richard serra ses mains fermement. Cela dépend de toi, Aurore. Je comprends maintenant l'importance d'Étoile et ce qu'il représente. Pour ta famille, je suis prêt à en faire partie si tu veux encore de moi à tes côtés. Aurore étudia le visage de son mari, cherchant des signes de fausseté ou d'arrière-pensée. Elle n'en trouva aucun. Le médaillon sur sa poitrine restait froid, un autre bon signe. Que proposes-tu exactement ? Transformons une partie du domaine en sanctuaire, pas seulement pour les chevaux mais pour la préservation environnementale. Un lieu où l'équilibre entre les humains et la nature sera respecté. Nous pouvons utiliser tes connaissances en biologie marine pour des projets de conservation de la côte. L'idée toucha Aurore profondément. C'était comme si Richard avait compris non seulement le but d'Étoile, mais le sien propre. Ce ne sera pas facile, avertit-elle. Le domaine a des problèmes financiers, tu l'as dit toi-même. Nous trouverons un chemin, assura Richard. Il y a des financements pour les projets de conservation, des partenariats avec des universités, et ta grand-mère m'a étonnamment offert son aide. Apparemment, sa famille a plus de ressources que nous l'imaginions, gardées pour le moment opportun. Aurore sourit, pensant à comment Madame Hélène semblait toujours avoir un coup d'avance. Alors tu es prêt à renoncer à la viticulture traditionnelle pour un projet que beaucoup considéreraient comme risqué ? Je suis prêt à essayer un nouveau modèle, où le vin ne sera qu'une partie d'un système agroforestier plus large et durable, répondit-il. C'est en étudiant cela que j'ai réalisé à quel point j'avais tort d'être d'accord avec Paul. Il y a des façons de prospérer sans exploiter ou détruire. Aurore sentit des larmes dans ses yeux. C'était le Richard qu'elle avait connu et dont elle était tombée amoureuse. Idéaliste, prête à prendre des risques pour ce en quoi il croyait. « Je pense que nous pouvons essayer, dit-elle finalement. À ce moment, un hennissement familier retentit à l'extérieur. Richard aida Aurore à se lever et à marcher jusqu'à la porte de la cabane. Dehors, Étoile attendait comme s'il sentait qu'il était temps de rentrer à la maison. Les jours suivants furent consacrés à la récupération complète d'Aurore et aux préparatifs pour le retour. Morgane et les autres femmes du village lui apprirent davantage sur les traditions et les connaissances liées aux esprits gardiens de la forêt, des informations qui n'étaient pas dans les journaux de ses ancêtres. « Tu as un don spécial, Aurore, dit Morgane, la veille du départ. Plus fort que celui de tes aïeuls. Utilise-le avec sagesse. Je ne comprends pas encore complètement ce qui s'est passé dans la clairière. Tu as canalisé l'énergie des gardiens. C'est rare, mais cela arrive quand il y a un danger imminent. Avec de la pratique et du dévouement,
Tu pourras apprendre à accéder à ce pouvoir de façon plus contrôlée. Aurore n'était pas sûre de vouloir ce genre de pouvoir. Cela semblait une responsabilité énorme, presque effrayante. Et quel est le prix à payer? Ma grand-mère a parlé d'un sacrifice. Morgane sourit, énigmatique. Le prix est déjà en train d'être payé, Aurore. Chaque choix que tu fais en faveur de l'équilibre, chaque fois que tu renonces au chemin, le plus facile pour suivre ce qui est juste, tu honores le pacte. Le jour suivant, Aurore, Richard et Étoile entamèrent le voyage de retour. Cette fois, ils suivirent les routes principales, sans crainte d'être poursuivis. Paul Moreau avait disparu de la région après l'incident dans la forêt, et le contrat que Richard avait signé fut annulé, grâce à l'intervention d'un avocat engagé par Madame Hélène. Le voyage de retour fut plus rapide, mais prit tout de même 3 jours. Quand ils aperçurent enfin la propriété au bord de la mer, Aurore ressentit une émotion inexplicable, comme si elle retournait non seulement chez elle, mais vers un nouveau départ. Madame Hélène les attendait sur la véranda, accompagnée d'Isabelle et d'autres amis proches. Il y eut des larmes, des embrassades et beaucoup de questions auxquelles Aurore préféra répondre de façon vague, du moins pour le moment. Plus tard, quand ils furent enfin seuls, Aurore et sa grand-mère parlèrent longuement de ce qui s'était passé dans la clairière sacrée. « Tu as expérimenté le véritable pouvoir des gardiens, » dit Madame Hélène. « Quelque chose que je n'ai pas eu moi-même l'occasion de vivre. C'était effrayant, grand-mère. J'ai senti comme si je n'étais plus moi-même. Tu seras toujours toi-même, Aurore. Le pouvoir amplifie simplement ce qui existe déjà en nous. Si ton cœur est bon, le pouvoir sera utilisé pour le bien. Et si je ne veux pas de ce pouvoir? Si je préfère une vie normale, sans préoccupation avec des esprits et des gardiens? » La grand-mère sourit, compréhensive. « C'est aussi un choix que tu as le droit de faire. Mais souviens-toi, nier un don ne le fait pas disparaître. Il le laisse simplement endormi, attendant le moment propice pour se réveiller à nouveau. » Dans les mois qui suivirent, Aurore et Richard travaillèrent sans relâche pour transformer le domaine en sanctuaire qu'ils avaient imaginé. Avec l'aide financière de Madame Hélène et le soutien technique d'universités partenaires, ils créèrent un modèle innovant de production durable, où le vin était cultivé en harmonie avec la forêt native. Étoile continuait aux côtés d'Aurore, maintenant avec un rôle encore plus important. Il devint une sorte de symbole pour le projet, enchantant les visiteurs et inspirant les chercheurs qui venaient connaître le travail réalisé là. Aurore n'expérimenta plus jamais le pouvoir de la clairière sacrée de façon aussi intense, mais elle remarqua des changements subtils en elle-même, une intuition plus aiguisée, une connexion plus profonde avec la nature, des rêves prémonitoires qui l'aidaient à prendre des décisions importantes. 1 an après le retour par un matin ensoleillé, Aurore se réveilla avec une sensation étrange. Étoile était à nouveau agitée, hennissant et frappant le sol de ses sabots dans son écurie. Mais cette fois, il n'y avait pas de danger apparent. « Qu'y a-t-il, mon ami ?» demanda-t-elle, caressant le cou de l'animal. En réponse, Étoile la guida jusqu'à la plage, au même endroit où le mariage avait été interrompu par la vague géante. Là, se tenant sur le sable, il y avait un poulain à la robe dorée, identique à celle d'Étoile. « Qui es-tu » murmura Aurore, s'approchant avec précaution. Le poulain ne s'enfuit pas, lui permettant de le toucher. C'est alors qu'Aurore remarqua. La même marque en spirale qu'Étoile avait sur le cou était présente sur le jeune animal. À ce moment, Richard s'approcha, ayant suivi les pas de sa femme. « Aurore, que se passe-t-il » Elle regarda son mari, les yeux pleins de larmes d'émotion. Un nouveau gardien est né, Richard. Il observa le poulain doré, puis regarda Aurore, la compréhension apparaissant sur son visage. Cela signifie que... Aurore acquiesça, portant la main à son ventre encore plat. « Oui, nous allons avoir une fille. » Richard l'enlaça, mêlant ses larmes aux siennes. Étoile et le poulain doré observèrent la scène, comme témoins silencieux d'une promesse, renouvelée, d'un cycle qui continuait, connectant passé, présent et futur, dans un réseau invisible mais puissant. Et ainsi, sur une plage de la côte méditerranéenne, sous le soleil du matin, Aurore comprit finalement la véritable signification de l'héritage qu'elle avait reçu. Ce n'était pas un fardeau, mais un privilège. Ce n'était pas une limitation, mais une expansion de possibilités. C'était un rappel constant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que nos choix comptent, et que l'équilibre entre l'humanité et la nature est le plus grand,
trésor que nous pouvons préserver pour les générations futures. Fin de l'histoire. Cher auditeur, qu'avez-vous pensé de ce voyage mystique à travers les terres françaises? La connexion d'Aurore avec Étoile vous a-t-elle ému? Croyez-vous qu'il existe dans la nature des forces que nous ne comprenons pas complètement? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la décision d'Aurore de transformer le domaine en sanctuaire de préservation. Si vous vous êtes identifié à cette narration sur la protection environnementale et la sagesse ancestrale, n'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui mêlent le quotidien français avec des éléments magiques et transformateurs. Votre opinion est très importante pour que nous continuions à créer des contenus qui émeuvent et font réfléchir.